Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse ou tout simplement inspirés partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de sagesse. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Colette Junquera. Bonjour Colette. Bonjour Liane. Alors Colette, nous nous sommes donné rendez-vous dans un cadre particulièrement agréable et chaleureux, puisque vous venez de la Belgique, moi je viens du Lot-et-Garonne, et nous nous retrouvons dans le centre de la France, en Indre, dans un très beau château. Voilà, et donc j'ai le plaisir de vous recevoir, puisque vous allez nous parler de votre parcours en tant que fondatrice de l'association âme, qui est une association d'accompagnement de malades et de mourants. Exactement, oui. Voilà. Donc c'est vrai que je suis heureuse de vous rencontrer ici, dans ce lieu effectivement magnifique. Mon parcours, je pense que la première chose à dire, c'est que je n'ai rien cherché, les choses sont venues à moi petit à petit. Et si je me suis retrouvée en 2011 à fonder une association d'accompagnement de malades et de mourants, c'est que moi-même, dans ma vie, à 40 ans, mon mari est tombé gravement malade. Il avait une hépatite C qui s'est multipliée, qui s'est conjoint avec une maladie auto-immune, qui a fait que très rapidement, sa santé s'est dégradée, jusqu'à rester très régulièrement dans les hôpitaux, à perdre sa fonction rénale, voilà, etc., etc. Mais avant ça, je dirais, c'est que j'ai toujours été touchée, je pense, par la fin de vie et la mort, parce que j'en avais extrêmement peur. C'était quelque chose qui représentait pour moi l'abandon, qui représentait pour moi la séparation, et c'était quelque chose d'extrêmement douloureux. Et j'ai eu de la chance d'avoir un chemin de vie qui, peu à peu, au moment justement de la mort de mon papa, j'ai rencontré ce chemin qui m'a aidé à mettre du sens sur cette douleur exagérée que j'avais par rapport à la fin de vie. Et c'est en mettant ce sens peu à peu sur que représente la mort, que vit le mourant, que vivent ceux qui sont à côté, etc., que j'ai pu peu à peu apprivoiser, je dirais, l'idée de la mort. L'idée de la mort qui, pour moi, me semblait quelque chose d'extrêmement effrayant et douloureux. Parce qu'en fait, c'est la mort de votre père qui vous a mis en questionnement par rapport à la mort. Je pense que c'est ce qui correspond au début de mon cheminement personnel. C'était juste au moment où mon papa était en train de mourir. C'était très subi. C'était un homme que j'aimais beaucoup, mais on avait des relations toujours un peu éloignées, parce que moi j'habitais en France à ce moment-là, et lui il était en Belgique. Et vous avez quel âge là, à ce moment-là ? Je devais avoir une trentaine d'années. 36 ans, je pense, 36-37 ans. Et toutes les autres morts dans ma famille avant, je m'étais toujours bien arrangée pour être très loin quand ça arrivait. Je pense à mes grands-parents, etc. Toujours j'étais ailleurs, inaccessible au moment où ça arrivait, pour être bien sûr que je ne sois pas touchée par ça. Et puis quand est venue l'heure de la maladie de mon père, qui était assez subite, il avait à peine 60 ans, quoi. C'est pareil, j'ai été tentée, lui il habitait en Belgique, moi j'étais en France à cette époque-là, et j'ai vraiment dû me batailler pour accepter de retourner en Belgique, aller le voir à l'hôpital, etc. Et en quelques jours, il est décédé. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait, et à ce moment-là, heureusement que j'avais un chemin de vie qui m'a aidée. Et dans cet instant où j'ai pu le retrouver avant sa mort, j'ai l'impression qu'il y a eu le déclencheur. Je me suis dit, mais que en fait, ce que je craignais, en fait, c'est dans cet instant avec mon papa que j'ai retrouvé l'amour que je n'avais jamais su vraiment bien exprimer avec lui. Cet homme que j'aimais beaucoup, beaucoup, et duquel j'étais toujours assez éloignée. Dans les quelques jours qui m'ont été donnés près de lui, ça a été au contraire une rencontre forte, puissante, pleine d'amour, et que tout ce qu'on n'avait pas su se dire, je pense qu'on a pu, même si c'était souvent que par des regards ou par le toucher, on a pu se dire énormément de choses à côté duquel on était passé. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, la fin de vie, c'est pas ce que je croyais. Et là, pour pouvoir vivre ce moment-là avec votre père, ça s'est fait... C'est de vous-même ou vous étiez accompagné ? Non, j'étais accompagnée, j'avais un chemin de vie, c'est sûr que j'avais un chemin de vie où j'avais des questions là-dessus, sur les douleurs, les difficultés que j'avais à aller près de lui, les douleurs que j'avais avec ce papa, etc. Et puis les douleurs de cette mort annoncée assez imminente. Oui. Donc là, j'ai été suivie dans un chemin spirituel auprès de Bernard Monteau, qui m'a vraiment accompagnée à ce moment-là. C'était mes premières questions à cet homme, qui est un homme de bien, je pense, et qui m'a éclairée, soutenue et montré le côté
vivant de cette aventure, l'expérience incroyable que ça pouvait être. Et donc moi je l'ai cru, et donc j'y étais, et c'est ce qui m'a fait passer le cap. Ah oui. Sinon je pense que j'aurais été loin, je serais restée en France, et je m'en serais voulu toute ma vie d'avoir raté ce moment le départ de ce papa. qui était en fait un moment de retrouvailles finalement. Oui, parce que c'était une histoire, on a tous des histoires particulières avec nos parents, oui. voilà. Moi, ce papa, je l'aimais énormément, mais on avait une histoire familiale qui faisait que on pouvait pas vraiment se dire notre amour. Il y avait quelque chose, voilà. Il m'aimait énormément, je l'aimais énormément, mais c'était compliqué pour nous deux de s'exprimer notre amour. Alors donc, nous allons remonter en arrière, parce que donc vers 36 ans, vous avez perdu votre papa, mais ça a été le point de départ, on va dire, de votre questionnement autour de l'amour. Mais avant ça, vous aviez un besoin de sens, puisque vous avez cherché. Qu'est-ce qui vous a mis en route vers la spiritualité, vers la sagesse, puisque nous sommes dans l'émission Envie de sagesse. Oui, eh ben, la sagesse, je pense, c'est elle qui m'a cherché. Parce que vraiment, si je suis tout à fait honnête avec vous, je ne cherchais rien du tout. Je n'avais aucune culture spirituelle, aucune envie, aucun désir. Alors, conscient, enfoui sûrement, mais conscient, non, je ne cherchais rien, je n'ai pas eu de lecture, je n'ai pas rien eu de particulier. Il se fait que j'ai rencontré par contre un homme qui, lui, mon époux, d'aujourd'hui encore, qui lui avait une quête et une soif de vérité, qui lui avait des lectures, etc. Mais je dois vous dire que moi je me tenais vraiment à distance de ça, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Guy Tamalas à travers une émission à la télévision belge qui s'appelait Dites-moi, où Michel Cédric interviewait des personnalités de tout genre. Et un jour, elle avait invité Guy Tamalas, et mon mari était devant, et je l'ai vu toucher comme jamais. Et c'est vrai que là, je l'ai questionné, et il m'a dit, mais écoute, je viens de voir une vieille dame à la télé, tout ce qu'elle dit, c'est ce que j'ai toujours voulu entendre. C'est très intéressant de le dire, parce que nous allons diffuser une émission, parce que ça me tenait à cœur aussi de faire connaître cette grande dame. Et donc, c'est très important et intéressant de savoir qu'elle a semé des graines de son vivant, déjà. Ah, ouais. Et donc là, c'était juste un peu avant sa mort, parce qu'après, très vite, mon Ramon, mon futur époux, s'est mis en quête d'essayer de la trouver, mais peu de temps, il a acheté d'abord les dialogues avec l'ange, etc. Et puis après, on a très vite appris qu'elle était décédée. Et je crois que c'est ça qui m'a ouvert, c'est à travers mon mari, le voyant si touché, si sincèrement touché, si sincèrement s'engager pour essayer de retrouver cette dame, et puis ne la retrouvant pas, tomber sur son héritier qui était Bernard Monteau, et si toujours avec la même sincérité et le même engagement se met en quête de trouver cet homme qui habitait en France, alors qu'à ce moment-là, nous, on habitait encore en Belgique. Et je pense que c'est tout ça. Et donc, comme Bernard Monteau est venu en Belgique donner une conférence, Ramon m'a invité à y aller. Et là, je crois que pour la première fois, cette part en moi que je pense qu'il y a dans tout homme, c'est-à-dire cette envie d'entendre la vérité, cette envie de frôler une espèce d'absolu, je sais pas, de communion perdue qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Quand j'étais à la conférence de Bernard Monteau, j'ai à la limite rien compris, je me souviens peut-être de rien, mais ce qu'il a été sur scène ce jour-là m'a profondément touché. Et je me suis dit, si c'est ça la spiritualité, alors ça m'intéresse. Et c'est là qu'après, on commence à faire différentes choses et on a suivi son enseignement. D'abord en allant le rejoindre à Paris, puis après on a déménagé nous-mêmes, on est parti en France. Jusqu'à ce moment et jusqu'à ce papa qu'il a fallu accompagner dans ces derniers instants. Voilà. Et puis surtout, ce papa qui m'a permis, surtout le moment le plus fort, je pense, dans la mort de mon papa, c'est après. C'est-à-dire que j'ai 2 frères, j'avais encore ma maman, bien sûr. Il fallait faire les funérailles et ni ma maman, elle était effondrée, c'était juste pas possible de prendre la parole. Mes 2 frères ne s'en sentaient pas la force non plus. Et moi, dans la famille, je suis la timide, je suis celle qui ne parle jamais, je suis la taiseuse. Et je me suis dit, mais je ne peux pas le laisser partir comme ça, quoi. On ne peut pas ne rien dire et donner ça à quelqu'un d'autre. Il faut bien qu'à nous 4, on prenne la parole. Et donc, j'ai été aidée nouveau par mon chemin pour écrire ce texte, avoir la force de le dire, moi qui étais tellement timide, devant vraiment une grande assemblée, et de dire,
tout l'amour, mais au-delà de l'affectif, tout l'amour, je sais pas comment, même ce jour-là, ça n'était qu'une succession de remerciements. J'ai remercié ce papa dans ce discours, mais au-delà de moi, au-delà, etc., parce que c'était un homme qui avait fait aussi beaucoup de bien autour de lui, c'était un homme qui avait créé des écoles pour des personnes handicapées, donc j'ai pris la parole pour ces gens-là aussi. Enfin, ah oui, tu as été le porte-parole. Et tout d'un coup, je me suis dit... Vous avez été le porte-parole de tous ces gens qui l'ont connu et aimé. Voilà. Et tout d'un coup, moi qui étais taiseuse, c'est comme si j'avais eu des ailes ce jour-là qui m'avaient été offertes, mais un peu presque gratuitement. Tout d'un coup, j'ai senti que mes mots étaient justes, qu'ils étaient percutants, qu'ils étaient pleins de vérité et de sagesse, et que ce n'était ni triste, c'était plutôt quelque chose de très vivifiant, comme prise de parole. Et j'étais la première étonnée, et j'assistais moi-même à cet état que j'étais en train de vivre, et ce que je produisais autour de moi. Alors, entre le moment où vous décidez de vous mettre vraiment un chemin, c'est-à-dire en demande de questions, d'accompagnement de votre vie, en recherche... En fait, on se met en recherche de quoi quand on se met en chemin? Si on pouvait le dire aux auditeurs, parce que c'est vaste un chemin. Alors, oui. Ça consisterait en quoi pour vous? Alors, le chemin, je pense qu'au début, on le voit un peu... Moi, je pense qu'au début de mon chemin, je pensais... peut-être tout de suite sentir pourquoi j'étais faite, enfin voilà ce que j'étais venue faire sur Terre. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut être bien plus humble que ça, qu'avant de pouvoir aider qui que ce soit sur Terre, il faut d'abord se rencontrer et rencontrer les endroits où nous-mêmes nous sommes en difficulté, trouver le moyen de s'aider soi-même pour seulement après peut-être se retrouver devant certains êtres ou certaines parties de la vie qu'on pourrait aider. Mais au début, on est un peu, on se pense un peu comme si on savait tout, comme si on a besoin de personne pour se connaître ou pour, voilà. Et moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup, parce que j'aimais l'humour du chemin que j'ai suivi, l'humour de Bernard Monteau, et que quelque part, j'ai ce côté-là aussi, que ça me faisait sourire de voir que nos égos pensent toujours qu'on sait mieux que n'importe qui. Alors qu'on n'arrête pas de se fourvoyer dans les mêmes pièges, et pourtant on reste persuadé qu'il n'y a que nous qui savons comment gérer notre vie. Et alors, ce seraient quoi les pièges, si on pouvait en donner quelques-uns? Les pièges sur le chemin qu'on peut rencontrer, ou les pièges de nos égos? Ah bah alors, les pièges de nos égos déjà. Les pièges de nos égos, un des premiers, c'est ça. On croit qu'on sait mieux que n'importe qui sur Terre ce qui va nous convenir, alors qu'on n'arrête pas de souffrir. Qu'au début, on se rend bien compte qu'on souffre d'une manière assez cyclique, on retombe toujours sur les mêmes problèmes, et pourtant on continue à s'accrocher à nos certitudes, qu'on sait comment il faut faire. Oui, c'est vrai. Mais il y a un certain déni aussi de souffrir, on n'a même pas conscience qu'on souffre. Voilà, et ça, vous avez raison de le dire. Moi, quand je suis arrivée, c'était même pas mal, quoi. Je n'avais aucune idée que je pouvais souffrir, intimement dans mon être, de choses tout à fait ordinaires que je traversais sans arrêt dans mes journées et dans ma vie. Donc ça, c'est la première chose, effectivement. C'est accepter qu'on souffre, que c'est normal, que ça fait partie de la nature humaine, et c'est pas toujours évident. Oui. On a chacun une manière d'avoir pris notre place, et il y en a certains, on a une certaine carapace à dire non, j'ai pas mal, tout va bien, on a le sourire qu'il faut, tout va bien, de circonstances. Voilà, et donc moi, je m'étais réfugiée dans le travail, j'étais une super bosseuse, du matin au soir, et j'avais l'impression que je ne souffrais pas. Alors que c'est pourtant dans le travail où on pourrait détecter plein de mini-souffrances quotidiennes. Quand on parle de souffrance, le mot est peut-être exagéré. On pourrait dire des douleurs, des inconforts, des agacements. Le travail sûrement, mais aussi dans nos couples. Enfin voilà, je vivais quand même depuis... Des rivalités peut-être avec les uns avec les autres, des problèmes de trouver sa place. Tout à fait. On a plein. Et toutes nos journées sont ponctuées de petites douleurs, de petits inconforts. Et le problème, c'est que si on ne les voit pas et qu'on ne s'y arrête pas dessus, c'est accumulé. Ça fait que quand on se couche le soir, on a un mauvais goût de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que quand on continue à les accumuler, ça peut finir par des divorces, par des faillites, par des gros problèmes dans tous les domaines de notre vie, c'est-à-dire matériel, affectif, économique, burn-out, etc. etc. Oui. Et je crois que c'est parce que c'est cette multitude de petites douleurs qui font partie de l'état de notre humanité dont on ne tient pas compte, c'est-à-dire on les ignore sans arrêt. Et à force de les ignorer, elles s'accumulent et elles prennent de plus en plus d'ampleur, et du coup, elles trouvent de moins en moins facilement de solutions.
Donc la première partie de votre propre chemin, que vous dites, vous avez un chemin de vie, ça a été d'apprivoiser ces petites rencontres avec vous-même dans ces petites douleurs tout à fait. tout à fait ordinaires. Tout à fait. Je suis à la cabine téléphonique, il y a quelqu'un qui me dépasse et qui prend ma place avant moi, j'ai mal. Ah, oui. C'était pouvoir s'arrêter et dire, là je viens d'avoir mal. Ah, oui. De m'être fait comme ça, doubler. C'est rentrer dans un restaurant, avoir une carte, essayer de savoir qu'est-ce qu'on a envie. Une serveuse vient vous dire, tiens, mais je vous conseille le plat du jour, et voir qu'on prend ce plat du jour alors qu'on n'en a pas du tout envie. Ben, j'ai mal. Et après Après, donc, c'est déjà accepter qu'on a un être qui souffre, et que le fait de mettre de l'intérêt sur la souffrance ne l'augmente pas. Mais au contraire, tout d'un coup, on arrive dans une deuxième étape, mais quel sens ça a? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que je prends ce plat qui ne me fait pas envie juste pour faire plaisir à cette dame que je ne connais même pas? De quoi j'ai peur à ce point pour accepter de prendre quelque chose qui ne me fait pas envie? Et donc là, il y a une curiosité, je dirais, mais tant qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas les douleurs, on ne peut pas se mettre en quête de rien du tout, parce qu'on n'est pas curieux de rien. À partir de ce moment-là, moi j'avais un petit carnet qui s'appelait « Aïe, j'ai mal », et dans lequel je mettais toutes mes petites douleurs, donc aussi bénignes de ce que je viens de vous dire. Et après, on se dit, mais c'est incroyable, comment ça se fait que... Et on se voit à l'heure. Et donc, du coup, on a envie de savoir, mais d'où ça vient, comment ça se fait, comment je fonctionne pour en arriver là. Et voilà. Et après, on apprend à avoir un sourire de tendresse pour soi. Voilà, ça, c'est encore une autre étape. Mais déjà, voir comment on en arrive là, comment on fonctionne, voilà. Et après, ça va être toute la quête de la miséricorde pour soi-même. C'est voir d'où ça vient, que ça vient d'une vieille histoire qui nous colle toujours au basque, je dirais, dont on ne parvient pas à se libérer. Donc voilà, chaque instant, on le revit à l'image d'événements passés. Nous allons faire une première pause musicale et on reviendra tout à l'heure pour découvrir la suite de votre quête et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à fonder cette association. Santo Meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Meio. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Meio. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade,
Saudades, minha terra, céu e claro. Saudades, 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 minha terra, céu e claro. Alors, je suis toujours en compagnie de Colette Jonquera. Et Colette, avant la pause musicale, eh bien, vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce que c'était un chemin de vie pour vous, un chemin spirituel. Et on a vu que c'était vraiment des petites choses, se découvrir dans les petites choses de l'ordinaire. Mais vous me disiez, ça vous tenait à cœur de me dire que carrément, quasiment tout de suite, vous avez perdu votre papa. Oui, c'est-à-dire dans la première année où j'ai rencontré ce chemin de vie, j'ai d'abord découvert que j'étais un être qui souffrait. Après, j'ai appris à nommer ces petites douleurs et commencer à jouer avec et pouvoir poser un certain sourire dessus. Mais très vite, dès la première année de ce cheminement, j'ai été confrontée à la mort de ce papa, tant aimé, mais avec lequel il y avait une distance. Et là, j'ai eu du mal à gérer cette grosse douleur tout d'un coup. Je ne pouvais plus pas dire que j'avais pas mal, mais en même temps, j'étais incapable de me mettre devant. Je ne pouvais pas rester immobile en me disant « mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller le voir? Qu'est-ce qui m'empêche de le rejoindre à l'hôpital ?» Il y avait quelque chose qui me freinait et je ne savais pas quoi. Donc là, c'est vrai que mon chemin vis-à-vis de la mort a un petit peu commencé là. Enfin, un petit peu beaucoup. Oui. Ouais. Et ensuite, alors combien de temps après vous avez eu aussi votre mari qui est tombé malade? Voilà. Et en fait, c'est ça. Au début, il y a ce papa, c'est un événement dans une vie, comme dans beaucoup de vies, quoi. Voilà. Il y a eu le fait que j'ai quand même pu assister à ce décès, et puis voilà, ça m'a fait du bien. Après, on oublie ça quelque part. Après, on continue à cheminer sur nos douleurs de vie, de travail, comme vous disiez tout à l'heure, de famille, de couple, de maman, voilà, cette chose. Et puis, il se fait qu'à 40 ans, oui, mon mari est tombé gravement malade. Et donc, pour une deuxième fois, de nouveau, j'avais la mort qui venait frapper à ma porte, et qui là aussi m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu t'enfuis, tu mets la tête dans le sable, ou bien tu te mets devant tes propres douleurs, ton propre cheminement par rapport à ça? Et je ne pouvais pas sauver mon mari. Mon mari avait ses difficultés dans cette épreuve, mais il fallait bien que je me mette devant les miennes. Oui. Et donc c'est ça que j'ai appris, et là toujours accompagné par mon chemin de vie, mais j'ai appris à rencontrer cette épouse qui souffrait à côté de son impuissance, qui faisait un peu la mère courage, c'est-à-dire qui s'occupait des enfants, de l'entreprise, qui allait visiter le mari, qui était en fait écrasée par la charge et qui jamais se donnait le droit de dire qu'elle avait besoin de souffler, oui. Par exemple. Et c'est le cas de beaucoup beaucoup d'aidants naturels, de beaucoup de proches de grands malades. Et donc tout ça, je ne se donne pas l'autorisation d'avoir même un tout petit moment pour eux de souffler. Tout à fait. C'est comme si c'est interdit, quoi. Voilà, c'est comme s'il y avait une culpabilité, d'abord plusieurs choses, c'est que dès qu'on aurait envie de dire tiens là j'irais bien souffler, j'irais bien manger, je me ferais bien un resto avec une vieille copine, là, une vieille amie, ça me ferait du bien, ça me changerait les idées. À peine on a cette idée-là, cette envie qui surgit, à peine on se dit non mais ça tu peux pas le faire quoi. Il y a ton mari qui est en train de mourir à l'hôpital, tu vas quand même pas t'accorder 2 heures au restaurant avec une amie et rigoler, c'est juste pas possible. Donc il y a cette culpabilité qui est toujours comme ça sous-jacente. Et puis après, il y a une espèce de concessus, je dirais, social qui fait qu'il est quand même de bon ton, quand on a un mari un peu gravement malade, de porter une certaine tristesse et une certaine... Voilà, on ne peut pas être heureux. La pression du regard, regard des autres. C'est comme si on ne pouvait pas être vivante et heureuse quand on a un proche qui est en train de mourir. Ça, c'est vrai. Ça ne se fait pas, entre guillemets. Hein, on ne comprendrait pas, il faut faire la pauvre femme, oh mon Dieu, pour que les autres puissent nous plaindre, pour que nous, on ait une certaine importance de rechange tout d'un coup. Donc, il y a tout un jeu des uns et des autres. Hein. Et donc tout ça, j'ai appris à le décoder. Toutes les fausses urgences, c'est que du coup, déjà, comme c'est une vie, c'est vrai quand on vit avec un grand malade, où il y a beaucoup d'obligations, que les obligations sont multipliées, si là-dedans on rajoute encore des fausses urgences, ça veut dire qu'on n'a plus un centimètre de plaisir, plus un centimètre pour souffler, et qu'on se rend bien compte que la plupart du temps, c'est des fausses urgences. Faire la lessive, ranger le placard, téléphoner un tel, on se rend compte que c'est des milliers de choses qu'on se rajoute pour justement être écrasé par la charge et avoir cette espèce d'importance de rechange, d'être une pauvre épouse d'un homme malade. Et donc tout ça, on apprend à le voir, on apprend à bien se parler, on apprend à faire la différence entre nos vraies urgences
nos vraies urgences et les fausses urgences, parce que c'est vrai, quand on vit avec un grand malade, il y a des vraies urgences. Il y a des moments où il faut tout de suite, il faut lâcher ce qu'on fait, même si on est en train de manger, il faut tout de suite tout lâcher parce qu'il a besoin de nous, parce qu'il y a quelque chose d'urgent et d'important à faire à ses côtés. Mais j'ai eu plein de pratiques magnifiques. Par exemple, en vous disant ça, il me revient, on m'a appris, par exemple, quand il y avait des urgences, on sacrifie toujours quelque chose, un temps de repos, un temps de repas, un temps de rigolade avec les enfants, n'importe quoi. Il faut apprendre à le sacrifier consciemment. C'est-à-dire, ok, je ne peux pas manger maintenant comme je l'aurais voulu, tranquille, etc. Je vais aller faire ce que j'ai à faire auprès de mon mari, le changer, le retourner, lui changer sa sonde, enfin, changer la poche de son traitement, etc. Ok, mais je me jure qu'une fois que ce sera fini, je reprendrai un vrai temps pour moi, pour ce repas. Eh bien, quand on vit les sacrifices comme ça, ils ne sont absolument pas douloureux. Parce que la deuxième fois où on se fait le repas, eh ben, on le savoure encore 2 fois plus que la première fois où on aurait mangé un peu vite. Ah, oui. Donc c'est pas des sacrifices comme on pourrait imaginer, on doit se sacrifier. Non, non, non. Si on se sacrifie consciemment, il y a des choses magnifiques qui nous sont offertes derrière. Et comment la vie de couple, elle est touchée, j'imagine, lorsqu'on a un mari qui est gravement malade? Comment vous avez réussi à vous garder des moments d'une autre complicité, j'imagine, à trouver? Oui, à tous les points de vue. Surtout que 40 ans, c'est quand même en plein âge de la réussite, que ce soit matérielle, affective, les enfants, voilà, en pleine éducation des enfants, même sexuellement. Donc c'est sûr que le couple, il est touché à plein d'endroits. Je pense que la meilleure chose, ça a été de se confier nos difficultés. Et c'est pas toujours simple, parce que celui qui est malade, celui qui est gravement malade, il a peur que s'il rajoute ses douleurs à l'épouse qui est déjà elle-même en difficulté, il a du mal à tout dire. Donc on peut comprendre ça aussi. Donc c'est un jeu de transparence, mais sans peser sur l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est toujours très très bon de trouver une personne en dehors à qui on peut vraiment tout dire. Parce que les conjoints, même si on s'aime énormément, il y a des choses où on ne peut pas tout se dire parce qu'on pèserait trop sur l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Oui. C'est pour ça que, de nouveau, notre chemin de vie, déjà, on s'est fait accompagner. Donc, au moins, celui qui nous accompagnait, on pouvait tout lui dire de nos difficultés, etc. Et il nous a toujours aidé à sortir la tête de l'eau. Mais c'est bon d'avoir une personne de confiance, une vieille amie, un vieil ami, quelqu'un qui est un peu en dehors du coup et qui est capable de nous recevoir tel qu'on est dans nos bas, dans nos doutes, dans tout ce qu'on vit. Et du coup, tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez expérimenté, vous avez eu envie de le retransmettre dans cette association aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc cette association, elle accompagne les malades et les mourants, mais aussi les proches. Et les accompagne en fait. Voilà. Ça permet aux gens d'accompagner leur propre. Voilà. En fait, cette association, elle a plusieurs volets. C'est une association d'abord d'accompagnants, c'est-à-dire c'est tous ceux qui accompagnent soit leurs proches, soit qui sont accompagnants bénévoles de notre association. Et donc, voilà, je les encadre, enfin, ils sont encadrés, on continue à se former, on se tient au courant de plein de choses, on continue à se former pour être de plus en plus juste à côté d'une personne qui meurt. Et puis après, c'est aussi aider ceux qui sont à côté, puisque moi, ça a été mon chemin. J'ai beaucoup appris, donc je pense que je suis faite aussi pour aider des femmes ou même des hommes qui ont des conjoints ou des conjointes qui meurent. Et donc voilà, je crois que cette association, elle est là pour aider les malades eux-mêmes, les grands malades, les malades chroniques par exemple, pour aider les personnes en fin de vie, mais aussi pour aider tous ceux qui les accompagnent. Tous ceux qui sont autour, oui. Voilà. Même les accompagnants bénévoles, ils ont un certain type de douleur. Quand c'est des professionnels de santé, par exemple des aides-soignantes, les infirmières, même des médecins, ils ont des douleurs en tant qu'être humain vis-à-vis de la fin de vie, de la mort. Oui. Et donc on en a aussi qui viennent dans nos groupes d'entraide. Qui viennent vers vous pour... Bien sûr, qui viennent pour se former, pour avoir un autre point de vue sur cette fin de vie. Que le point de vue médical. Voilà. Et j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits où pouvoir confier tout ça, justement. Voilà. Parce qu'on leur demande tellement d'être professionnel, d'être parfait, d'être... Parce qu'ils ont des actes techniques, des décisions à prendre, des actes techniques à faire. Et donc, les choses parfois vont très vite. Et puis, il faut qu'ils aient un esprit vraiment technique par rapport à la maladie, qu'ils doivent s'occuper du corps et de tout ce que la science peut permettre pour que ce corps retrouve un peu de force et de bonne santé, on va dire, physique. C'est leur rôle.
Après, il y a les bénévoles qui sont un peu en lien entre les deux. Et puis, il y a la famille. La famille, elle, son rôle, c'est un petit peu d'apporter la chaleur. Je sais bien combien Ramon, c'était bon pour lui quand on venait le visiter, moi, les filles, ou des amis. Et je pense que chacun a sa place. Il faut ces trois composants pour bien entourer une personne en fin de vie. Et donc, vous offrez un espace de parole et d'accompagnement. À ce jour, dans notre association, ce qu'on offre, c'est des groupes d'entraide mensuels. C'est des groupes régionaux de, on va dire, 5 à 8 personnes maximum, parce qu'il faut que ça garde ce côté où on puisse vraiment intime, où on puisse échanger. Ils sont menés et animés par des parrains ou des marraines qui ont été formés à l'accompagnement de la fin de vie dans notre association. Et donc, dans ces groupes mensuels, il peut s'y passer plusieurs choses. On va dire, le cœur, c'est est-ce qu'on est capable de mettre au milieu de ce groupe la difficulté du mois qu'on a par rapport à notre propre maladie ou notre propre vieillesse, ou par rapport à un proche qu'on accompagne, ou si on est un professionnel par rapport à un patient qu'on suit, etc., avec qui on est en difficulté. On met le plus simplement possible et de manière la plus concise possible notre difficulté, et tous les gens qui sont présents sont invités à essayer avec le meilleur d'eux-mêmes, d'essayer de soulager cette personne en essayant de lui donner des directions, des conseils, soit parce qu'eux-mêmes sont passés par là et qu'ils ont trouvé des solutions, soit parce que dans l'instant ils pensent que ça pourrait être juste de les envoyer vers là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un groupe d'entraide. On essaye tous de s'entraider, et le parrain et la marraine, ils encadrent tout ça pour que tout le monde s'écoute, que ce soit vraiment dans une ambiance vraiment non jugeante, où tout puisse être dit, et voilà, qu'il n'y ait pas de débordement, et lui donnera aussi notre point de vue pour aider cette personne dans sa difficulté. Alors vous avez aussi créé un jeu que vous m'avez donné, vous m'avez offert pour l'occasion. C'est un jeu qui s'appelle Avant de partir, et donc que vous proposez à tous les membres de votre association, et qui permet que ce soit aux accompagnants ou aux malades, c'est ça, d'exaucer des souhaits de... Voilà, c'est-à-dire on s'est rendu compte combien, vous savez, en France, parce que là, l'association, je l'ai créée en France, même si maintenant je suis retournée en Belgique, il y a eu la mise en place des directives anticipées, il y a eu beaucoup de travail de fait au niveau de l'État, des commissions qui ont mis plein de choses en place, depuis la loi Leonetti par rapport à l'accompagnement de la fin de vie. Mais ça restait très très difficile dans le concret de les mettre en place. C'est-à-dire les directives anticipées, c'est donner aux personnes la possibilité de coucher sur papier leurs souhaits dans la manière d'être pris en charge, en tout cas médicalement, les souhaits qu'elles ont dans leur prise en charge médicale. Nous, on a voulu élargir ça à plus large. Il y a la prise en charge médicale, mais il y a aussi tout l'affectif, tout le côté matériel, tout le côté spirituel. L'idée, c'était que tout le monde peut comprendre que pour n'importe quel grand voyage, on se prépare. Quand on se prépare à monter, je sais pas, au Mont Blanc, faire le col du Mont Blanc, on comprend qu'il y a une préparation avant d'y aller. Mais je pense que pour notre ultime voyage, ça me semble assez normal et juste que l'on s'y prépare aussi. Ou sinon, les fins de vie, elles sont souvent prises au dépourvu et elles se font dans l'urgence. Et dans l'urgence, c'est pas la meilleure situation pour prendre des bonnes décisions. Et donc, on peut se retrouver en EHPAD ou au service d'urgence de l'hôpital, alors que s'il y avait des choses qui avaient été préparées en amont, il y a des choses qui auraient pu être simplifiées et qui auraient permis de vivre des choses de manière plus sereine. Ça aussi, les proches, on voit dans le secteur affectif, comment s'y préparer, mais aussi nos proches, matériellement. Mais voilà, plus on sera allégé et tranquille au niveau de la matière, plus ce sera facile. Facilité, en tout cas, le départ sera facilité. Donc, c'est tous des souhaits. Oui, par exemple, là, j'en lis quelques-uns. J'aimerais que ma vie ne soit prolongée ni par alimentation, ni par hydratation artificielle. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, même si pour l'instant on n'est pas dans... C'est sûr que quand on tire ces cartes, on n'y est pas dans la fin de vie. Donc, tout ce qu'on pourrait dire quand on lit la carte aujourd'hui, on ne dira peut-être pas la même chose quand on sera vraiment dans la situation. Ça, je ne me fais pas d'illusions. Mais quand même, le fait de se poser devant l'idée de notre finitude, devant l'idée qu'un jour nous risquons d'être peut-être grands malades, et de s'y préparer et d'essayer de sentir qu'est-ce qui pourrait nous y aider à traverser ça, ou qu'est-ce qui est impossible. Enfin, en tout cas, se poser devant ces questions, ces propositions qui sont mises sur les cartes, ça réveille, en tout cas, ne fût-ce qu'une réflexion et puis une prise de conscience.
Sinon, les gens, vous leur parlez de mort, c'est comme si c'était pour les autres, mais jamais pour eux. Et oui, c'est tellement tabou. Et oui. C'est comme si ça faisait plus partie de la vie et qu'on s'en occuperait plus tard. Oui. Donc d'un côté, on espère vivre vieux. Tout le monde essaie de vivre, voudrait vivre vieux, mais personne ne veut vieillir. Et oui. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Donc ce jeu, c'est une manière pour nous, d'une manière assez concrète, d'aborder le sujet. Alors il y a différentes manières de jouer avec ce jeu, mais d'aborder le sujet avec tout le monde. Alors, j'aimerais quand même, vu que nous sommes bientôt à la fin de l'émission, vous poser cette question, vous qui vous occupez vraiment de la mourance. Si vous-même, Colette, il vous restait un jour à vivre, quel message essentiel vous auriez envie de transmettre aux auditeurs ? Je leur dirais en tout cas que la mort n'est pas du tout ce qu'on croit, que la mort est quelque chose qui nous offre un supplément de vie, un supplément d'intensité, un supplément de vérité. Je pense que dès que la mort rôde quelque part, c'est pour nous rendre meilleurs. Je l'ai vécu dans ma chair et dans mes cellules et j'en suis vraiment convaincue. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux hommes. Arrêtons d'avoir peur de la mort. Essayons simplement de s'en approcher, de l'apprivoiser. Mais en tout cas, la mort, c'est ce qui réveille chez l'homme l'envie d'être plus juste. Et c'est quand la mort rôde que quand mon mari est tombé gravement malade, que je me suis dit, oh là là, mais dans mon couple, il y a des choses qui ne vont pas. C'est ce qui nous donne la force de se remettre en question. C'est ce qui nous donne la force de voir là où c'est faux et d'essayer de remettre du juste. Donc je pense que la mort, c'est magnifique. Elle sert la vie. Ah, tout à fait, c'est une invention. Je ne connais c'est une invention, mais heureusement qu'il y a la mort. Merci Colette Voilà. pour ce beau moment. Et c'était Colette Junquera qui nous a partagé son expérience et son témoignage. Merci pour votre émission en tout cas. Merci. Salut tout le monde, c'est Myriam. Si vous aussi vous avez envie d'échanger avec moi et de partager votre cheminement intérieur, votre quête de paix, votre quête du meilleur de vous-même, je vous accueille volontiers pour participer à l'émission Envie de sagesse. Contactez-moi à myriam@radiobulle.net ou sur Facebook à Envie de sagesse. À bientôt!